Bonjour Véronique Riche-Flores. Bonjour Adrien. Vous êtes économiste indépendante, fondatrice de Riche-Flores Research. Alors même en phase de croissance dans les pays développés, l'inflation ne semble plus se transmettre à l'économie, en particulier aux salaires. Est-ce que nous vivons une rupture historique ? Alors, beaucoup de questions autour de cette problématique d'absence d'inflation, on a envie de dire de disparition de l'inflation, où effectivement le premier témoin quelque part, cette rigidité des salaires ou cette absence de sensibilité des salaires, y compris dans les pays où les taux de chômage sont très très bas. Donc il y a un dérèglement par rapport à ce qu'on avait cru comprendre des mécanismes cycliques auparavant. Pourquoi ? Alors il y a beaucoup de raisons. La première raison qu'on a tous en tête, c'est qu'effectivement, on continue à évoluer dans un environnement extrêmement compétitif, concurrentiel, dans lequel les entreprises recherchent constamment à abaisser les coûts et finalement, le coût de main-d'œuvre est sans doute encore le plus accessible comme moyen de gagner à ce niveau-là. L'autre élément est peut-être plus historique, plus fondamental, qui viendrait à réduire la mécanique inflationniste de nos économies. Alors, il y a potentiellement deux éléments qui viennent de la même origine. Le premier, il est démographique. On évoque souvent le vieillissement des populations comme un facteur déflationniste. Moi, je n'étais pas forcément convaincue par cette théorie dans un monde global où l'émergence de nouveaux pays, de nouveaux consommateurs, tant que l'économie reste globale, c'est-à-dire ouverte, était potentiellement une source de rééquilibrage et de compensation des effets du vieillissement, plutôt déflationniste, effectivement, dans les pays avancés. Mais l'autre grande question est plus difficile et pourtant quand même séduisante, c'est l'influence de l'évolution du crédit sur l'inflation. Finalement, quand on regarde sur très longue période, vous avez, alors les séries remontent du 16e, 17e siècle, jusqu'au début du 20e siècle, vous n'avez quasiment pas d'inflation. Vous alternez entre des phases de déflation et d'accélération d'inflation ponctuelle, ça dure 5 ans et puis ça s'inverse. Donc c'est un graphique en yo-yo. Et puis au milieu, un petit peu plus proche de nous, de ce graphique, il y a une espèce de boursouflure. Cette boursouflure, c'est la boursouflure du XXe siècle, essentiellement de la deuxième moitié du XXe siècle. C'est une Trente Glorieuses. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé durant cette période ? Essentiellement le développement du crédit de masse à la consommation. Et le crédit, c'est quoi ? Eh bien, le crédit, c'est le moyen de devancer de la consommation. Autrement dit, économiquement, c'est le facteur qui peut effectivement créer une situation dans laquelle la croissance de la demande va plus vite que la croissance de l'offre et donc crée mécaniquement un phénomène inflationniste. Une fois que vous avez épuisé, et ça semble être le cas de nos situations présentes, cette ressource de croissance à crédit, que vous avez des taux d'endettement qui ne sont pas totalement rédhibitoires, limitent quand même considérablement cet accès au crédit, donc cette possibilité de croître au-dessus de nos moyens. Rappelez-vous, on a beaucoup parlé des États-Unis dont la croissance est toujours excessive par rapport à leurs moyens. Eh bien, si cette capacité-là disparaît, peut-être qu'effectivement, il n'y a plus de place pour l'inflation et encore moins dans une économie hyper financiarisée parce que dès que vous avez un peu d'inflation, vous avez remonté des taux d'intérêt, correction des prix d'actifs et avec une telle exposition à cette financiarisation de tous les agents que les effets économiques sont très rapides et viennent court-circuiter le frémissement inflationniste. Donc je pense qu'on a vraiment, et ça concerne également les salaires bien évidemment, mais la mécanique inflationniste dans sa globalité qui serait érodée. Alors tant qu'on imaginait que le monde émergent pouvait connaître un rattrapage durable, je pense à la Chine notamment, mais pas que, qui viendrait compenser et peut-être faire croître le crédit. Parce que la Chine a fait formidablement bien depuis le début de cette décennie. Mais tant qu'on avait cette image-là, on pouvait imaginer que les choses s'équilibrent et qu'il reste un peu de place pour de l'inflation mondiale. Mais la Chine a consommé elle, également son potentiel d'endettement très vite. Les États-Unis l'ont fait en 40 ou 50 ans, la Chine l'a fait en 7 ans. Et aujourd'hui, l'une des grandes problématiques pour l'économie chinoise, c'est précisément qu'elle n'a plus recours à cet endettement, puisqu'elle a tout consommé, elle a mangé son pain blanc, et que finalement, il n'y a pas beaucoup de relais ailleurs.
Il n'y a plus beaucoup de carburant pour créer de l'inflation. Et en plus, dans la dernière phase, ce n'était pas de l'inflation pour la consommation, mais c'est de l'inflation qui s'est emportée sur le logement, sur l'immobilier un peu partout, donc sur les bulles d'actifs et plus sur les salaires. Exactement, d'où l'échec quelque part des politiques de quantitative easing, dont on nous disait ça va ranimer le crédit, ça va réenclencher la machine économique. Non, c'est précisément parce qu'on a des niveaux d'endettement tellement élevés que le crédit ne peut pas croître, le crédit classique à la consommation de masse, et que cette masse de liquidité est allée se loger sur les actifs, ce qui aggrave quelque part le phénomène effectivement, puisque la place de la revendication salariale dans cet équilibre économique se réduit mécaniquement, automatiquement. Véronique Riche-Flores, merci pour cet éclairage sur la disparition de l'inflation salariale. Merci à vous.